Pas de guerre folle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Maduro vient de passer à la télévision nationale en lançant cet appel à Trump, en anglais. Ce n'est pas une guerre folle. 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 S'il vous plaît, oui, paix, paix pour toujours, paix pour toujours, oui, paix, paix pour toujours, victoire pour toujours, la paix. Victoire pour toujours, la paix. C'est le même homme qui, il y a 6 mois, traitait Trump d'impérialiste lâche. Lâche. Viens me chercher, lâche. Maintenant, il demande la clémence. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi Maduro agit-il ainsi? 3 choses, 3 événements survenus au cours des 2 dernières semaines expliquent en ce revirement. Et le 3e, c'est celui dont personne ne parle. Commençons par le premier. À la mi-octobre, Trump a signé un document. Ce n'était pas une déclaration publique ordinaire. Ils appellent à cela une finding. Une autorisation présidentielle secrète qui permet à la CIA d'opérer clandestinement à l'étranger. Cible, le Venezuela. Trump l'a confirmé à la presse. Il a dit qu'il avait autorisé cela parce que le Venezuela envoie de la drogue et des criminels aux États-Unis. Mais voici le détail important. Selon des reportages du New York Times, ces opérations peuvent inclure des actions létales. En d'autres termes, la CIA est autorisée à éliminer des cibles liées au trafic de drogue. Nous ne parlons pas d'espionnage ordinaire. Nous parlons d'opérations à haut risque, avec des cibles spécifiques au sein du gouvernement vénézuélien, qui, selon les États-Unis, dirigent des réseaux de trafic de drogue. Mais attends, ce n'est pas tout. Alors que ce document était signé à Washington, un événement inédit depuis des décennies se produisait en mer au Venezuela. C'est le 2e événement, et il est impressionnant. Le 24 octobre, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a donné un ordre. Envoyer l'United States Ship Gerald R. Ford dans les Caraïbes. Maintenant, vous pouvez penser, ok, c'est juste un autre navire. Mais non, ce n'est pas juste un autre navire. Le Gerald R. Ford est le plus grand porte-avions, le plus puissant et le plus avancé de la planète. Il ne voyage pas seul. Il est accompagné de 3 destroyers de guerre. L'United States Ship Mahan, l'United States Ship Bainbridge et l'United States Ship Winston Churchill. 3 escadrons de chasseurs F-18, 2 escadrons d'hélicoptères d'attaque MH-60. C'est ce qu'on appelle un groupe d'attaque. Et quand un groupe d'attaque avec le Gerald R. Ford est déployé dans une région, ce n'est pas pour un entraînement. C'est parce que quelque chose de sérieux est sur le point de se produire. Et il y a un détail historique ici. C'est la plus grande mobilisation militaire des États-Unis dans les Caraïbes depuis des décennies. Donc il ne s'agit pas seulement de pression diplomatique. C'est une démonstration de force militaire réelle, avec une capacité d'attaque immédiate. Mais voici le 3e événement. Et c'est celui qui a tout changé. Le 23 octobre, un jour avant que Maduro ne lance cet appel désespéré, le ministre de la Défense du Venezuela, Vladimir Padrino, a dit quelque chose que personne ne devrait dire publiquement. Il a confirmé « Nous savons que la CIA est présente au Venezuela. » Réfléchissez-y une seconde. Et nous savons que la CIA, elle est présente ici au Venezuela et partout où il n'y a pas d'ambassade. Là où il n'y a pas d'ambassade des États-Unis, elle sera présente, la CIA. Le ministre de la Défense vient de confirmer que des agents de renseignement étrangers opèrent à l'intérieur de son pays. Pourquoi quelqu'un l'admettrait-il? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le cacher. Parce que la situation leur a déjà échappé. Padrino a poursuivi. Envoyez autant d'unités que vous voulez. Toute tentative échouera. Mais franchement, la façon dont il l'a dit ne semblait pas venir de quelqu'un de confiant. On aurait dit quelqu'un qui tentait de se convaincre. Le lendemain, Maduro est apparu à la télévision d'État en déclarant « Pas de guerre folle, s'il vous plaît ». Maintenant, tu comprends le désespoir. Ce n'est pas juste un échange de piques.
Il s'agit d'événements réels qui se produisent les uns après les autres. Tu veux savoir pourquoi les États-Unis font ça? À cause du cartel Los Soles? Selon les autorités américaines, il s'agit d'un groupe de narcotrafic dirigé par des hauts gradés militaires vénézuéliens. Et Trump n'accuse pas seulement des membres du gouvernement, il accuse Maduro lui-même d'être le chef de ce cartel. Pensez à ce que cela signifie. Si les accusations sont vraies, le Venezuela n'est pas seulement un pays mal géré, c'est un narco-État. Un pays où la structure militaire et politique a été capturée par des organisations criminelles qui acheminent des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Trump a désigné ces cartels comme des organisations terroristes internationales et a doublé la récompense pour la capture de Maduro à 50 millions de dollars. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a été franc. Ce sont des organisations terroristes étrangères désignées. Ce sont l'État islamique et Al-Qaïda de l'hémisphère occidental. Il a clairement indiqué que les militaires américains allaient traiter ces réseaux de la même manière qu'ils ont traité Al-Qaïda. Pour cette raison, du point de vue des États-Unis, il ne s'agit pas d'une invasion. C'est une lutte contre le terrorisme. C'est l'élimination de réseaux criminels qui, selon Trump, tuent environ 300 000 Américains chaque année. C'est de la légitime défense, mais un point aggrave la situation. Trump a également mentionné que, selon lui, le Venezuela a profité des frontières ouvertes du gouvernement précédent pour vider les prisons et les institutions psychiatriques, envoyant des criminels aux États-Unis. Selon lui, Maduro ne fait pas que trafiquer de la drogue, il exporte délibérément la criminalité. Et ils ne se sont pas contentés de paroles, ils ont déjà commencé à agir. Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont déjà effectué 10 bombardements contre des embarcations suspectes. 43 personnes sont mortes. Selon les autorités américaines, ces trafiquants étaient impliqués dans le transport illégal de stupéfiants. Et c'est pour cela que, lorsque Maduro supplie, pas de guerre insensée, s'il vous plaît. Il sait que les États-Unis sont sérieux. Cette fois, les actions militaires ont déjà commencé. La CIA est déjà en opération. Et Trump l'a clairement dit publiquement. Je pense qu'on va simplement tuer les personnes qui amènent de la drogue dans notre pays, d'accord? On va les tuer. Et la réponse de Maduro? Eh bien, il est en train de transformer le Venezuela en une forteresse. Alors qu'il lançait cet appel en anglais, son gouvernement se mobilisait. 5000 missiles antiaériens portatifs Igla-S. Ce sont des missiles russes, les mêmes qui sont utilisés en Ukraine pour abattre des hélicoptères et des avions d'attaque. 5000, ce n'est pas symbolique. N'importe quelle force militaire du monde, il connaît la puissance des Igla. Et le Venezuela possède pas moins de 5000 Igla dans des positions clés de la défense antiaérienne. Pour garantir quoi? La paix, la stabilité, la tranquillité pour notre peuple. Plus de 5000. Et le ranch en feu. Pour ceux qui ont compris, ont compris. De plus, les forces armées vénézuéliennes ont mené des exercices militaires en 73 points le long de la côte. Chacun de ces points est une position défensive. Chaque exercice est un message clair. Les analystes militaires appellent cela une défense asymétrique. Maduro sait qu'il ne peut pas gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis. Personne ne le peut. Mais il peut rendre une opération militaire tellement coûteuse, tellement compliquée, qu'elle force une impasse. Et il y a un autre élément, les milices bolivariennes. Maduro a formé et armé des millions de civils pour la guérilla. Si les forces américaines entrent sur le territoire vénézuélien, elles ne feront pas face uniquement à l'armée régulière. Elles affronteront une population mobilisée, armée de missiles russes. Il est vrai que la force militaire américaine est incomparablement supérieure.
Mais alors, que peut-on attendre désormais? Eh bien, il y a 3 scénarios que les analystes militaires envisagent. Le premier, une guerre hybride prolongée. C'est ce qui se passe actuellement. Je parle de bombardements ciblés contre des cibles liées au trafic de drogue, d'opérations de la CIA pour déstabiliser le régime de l'intérieur et de soutien aux forces d'opposition. Des sanctions économiques, maintenant une pression constante. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle évite une guerre ouverte, maintient les pertes américaines à 0 ou presque, et permet une pression continue jusqu'à ce que le régime implose de l'intérieur. C'est vu comme le scénario le plus probable et le plus judicieux, stratégiquement. Le deuxième scénario serait une campagne aérienne limitée, des frappes de missiles de croisière et des bombardements aériens contre des cibles stratégiques spécifiques à l'intérieur du Venezuela. Des bases du cartel, des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement et de contrôle. L'idée serait de dégrader rapidement la capacité militaire du régime, en forçant une transition de pouvoir sans déployer de troupes au sol. Mais il y a ici un risque pour les États-Unis. Parce qu'une attaque qui ne neutralise pas complètement la direction pourrait finir par renforcer politiquement Maduro. Le dernier scénario serait une opération terrestre à grande échelle, le plus improbable, mais aussi le plus décisif. Les estimations des analystes militaires indiquent qu'il faudrait entre 50 000 et 150 000 soldats pour une opération réussie de renversement du régime et de stabilisation initiale. À titre de comparaison, l'invasion de l'Irak en 2003 a mobilisé environ 150 000 soldats. Une opération de cette envergure serait nettement plus importante que celle du Panama en 1989 contre Noriega. La géographie vénézuélienne favorise la défense. Montagnes, jungles denses, zones urbaines complexes. Et ces 5000 missiles russes représentent une menace réelle pour les hélicoptères et les avions de soutien. Même si les forces conventionnelles vénézuéliennes ont été rapidement vaincues, et elles le seraient, presque certainement, compte tenu de la puissance de feu américaine, la phase de stabilisation rencontrerait des défis. Milices armées, cellules de cartel opérant en mode insurrectionnel, terrain difficile. Une occupation prolongée serait coûteuse en vies humaines et en ressources. Par conséquent, ce troisième scénario existe comme option, mais il ne serait choisi que si les 2 premiers échouaient complètement à éliminer la menace. L'important est de comprendre que les États-Unis disposent d'options graduées. C'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter ou diminuer la pression selon les besoins. Ils peuvent calibrer la réponse au niveau de la menace. Et ils ont la capacité militaire d'exécuter n'importe lequel de ces scénarios s'ils décident que c'est nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Mais, quel que soit le scénario qui se déroule, il y a des conséquences qui vont au-delà du Venezuela. Un conflit plus intense provoquerait une nouvelle vague de réfugiés, des millions de Vénézuéliens fuyants, dont beaucoup essaieraient probablement de rejoindre les États-Unis ou des pays voisins comme la Colombie et le Brésil. Cela exercerait une pression supplémentaire sur les politiques d'immigration et sur les alliés régionaux. Il y aurait également un impact temporaire sur les marchés. Tout conflit dans une région productrice de matières premières crée de la volatilité. Bien que la production vénézuélienne soit déjà très réduite en raison de l'incompétence du régime, toute interruption peut affecter les prix. Et il y a aussi le facteur géopolitique. La Russie et la Chine ont des investissements au Venezuela et apportent leur soutien au régime de Maduro. Un changement forcé de régime créerait des tensions avec ces puissances, bien qu'il soit peu probable qu'elles s'impliquent militairement pour défendre Maduro. Nous parlons donc d'une situation complexe, où éliminer une menace terroriste reconnue comporte des coûts et des conséquences qui doivent être pris en compte. Et cela nous ramène au début de la vidéo. Pas de guerre insensée, s'il vous plaît. Maduro sait qu'il est acculé. La CIA opère à l'intérieur de son pays. Le plus grand porte-avions du monde est à quelques heures des côtes vénézuéliennes. 10 bombardements ont eu lieu. Trump a clairement affirmé qu'il continuerait d'éliminer les trafiquants. Mais Maduro a également armé son pays avec 5000 missiles russes et mobilisé des millions de miliciens.
et il parie que la menace d'un conflit prolongé et coûteux poussera les États-Unis à choisir la pression continue plutôt qu'une invasion. C'est un jeu à haut risque. D'un côté, une superpuissance déterminée à éliminer ce qu'elle identifie comme une menace terroriste pour son territoire et ses citoyens. De l'autre, un régime accusé de trafic de drogue, acculé et désespéré, armé et prêt à entraîner son pays dans un conflit si nécessaire. Les prochaines semaines détermineront la résolution de cette crise. Parce que Trump s'est publiquement engagé dans cette campagne, Maduro n'a pas de sortie politique facile. Il est accusé de terrorisme, avec 50 millions de dollars sur sa tête. La question n'est plus de savoir s'il y aura une action supplémentaire, c'est de savoir quand et sous quelle forme. Et si Maduro acceptera une sortie négociée, ou s'il forcera une confrontation qu'il ne peut pas gagner. Et toi, que penses-tu ? Maduro partira-t-il pacifiquement, ou résistera-t-il, même en sachant qu'il ne peut pas gagner ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans les Caraïbes. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.